Environ 10 milliards de francs CFA, c'est la valeur financière du tout nouveau siège de la police nationale. Inauguration ce samedi en présence des autorités. Images dans un instant. Rencontre entre le chef de file de l'opposition politique et le directeur général de l'ONI pour la prochaine révision du fichier électoral. Le premier responsable de l'ONI souhaite l'accompagnement d'Edi Komboego. Et puis au Mali, premier anniversaire du M5 RFP, le mouvement qui a fortement contribué à la chute de l'armée appelle à l'apaisement des relations et au rétablissement de la confiance entre l'armée et la population. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il a fallu attendre 10 ans pour que la Direction générale de la police nationale bénéficie d'un nouveau siège. Les locaux ont été inaugurés aujourd'hui. Situé dans le quartier Gunga, le joyau est estimé financièrement à environ 10 milliards de francs CFA. Image de la cérémonie d'inauguration donc dans ce compte rendu de Fatimata Nikiema et de Baraki Sarabdo. C'est un bâtiment à 6 niveaux composé de 287 bureaux pouvant accueillir environ 430 agents qui est sorti des terres sur l'avenue Kadiogo dans le quartier Gunga de la ville de Ouagadougou. C'est le nouveau siège de la Direction générale de la police nationale. Et ce 5 juin, le ministre de la Sécurité a donné l'autorisation au directeur général de la police nationale et ses collaborateurs d'occuper les lieux. Selon lui, c'est un bâtiment qui va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents. C'est un bâtiment très moderne qui répond aux aspirations nouvelles et aux nouvelles orientations de la police nationale. Il y a des commodités, il y a de la modernité, il y a de l'espace. Nous pensons qu'avec ce joyau, la police sera dans de bonnes conditions pour remplir ses missions de façon confortable et de façon sécurisée. Clément Sawadogo, ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, représentant le Premier ministre, a traduit la fierté du gouvernement de pouvoir offrir à la police nationale ce bâtiment après 10 ans d'attente. C'est un bâtiment de près d'une dizaine de milliards de francs CFA qui a été réalisé sur plusieurs années et qui va permettre désormais à la police nationale d'être encore plus à la hauteur de ses missions, encore plus efficace, parce que son staff va pouvoir disposer de bureaux qui lui permettront donc de réaliser plus efficacement ses missions. Cette cérémonie d'inauguration du siège de la Direction générale de la police nationale a servi de cadre pour son premier responsable, Jean-Bosco Kienou, de faire des doléances. Il s'agit notamment de l'acquisition d'un espace plus grand pour abriter la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et au ministre Clément Sawadogo de rassurer que le gouvernement continuera de consentir des efforts au profit des forces de défense et de sécurité. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboego, a reçu en audience ce vendredi une délégation de l'Office national de l'identification ONI. Le directeur général de cette institution a sollicité l'accompagnement du chef de file de l'opposition politique dans sa mission de révision du fichier électoral en prélude aux élections municipales de mai 2022. Précision avec Mametriana Kamabou et Abakar Mamad. Les élections municipales de mai 2022 s'annoncent à grands pas. Pour permettre aux demandeurs de carte nationale d'identité burkinabé à renouveler leur CNIB en temps, l'Office national d'identification ONI a élaboré un plan. Un plan qui vise à absorber toutes les demandes de CNIB inhérentes à la révision du fichier électoral en prélude aux élections locales. Ce plan a été présenté au cours de cette rencontre entre l'ONI et le chef de file de l'opposition politique. Le directeur général de l'ONI a demandé l'accompagnement du CEFOP pour la réussite de ce plan. Nous avons souhaité rencontrer le chef de file de l'opposition ce matin à l'effet de lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce plan,
recueillir ces observations et suggestions pour le bon déroulé de ce plan et aussi faire en sorte qu'il y ait une forte adhésion autour du processus d'enrôlement que nous entrevoyons pour qu'en définitive, il y ait le maximum de citoyens qui puissent venir s'enrôler pour la carte d'identité et qui pourraient éventuellement aller vers l'enrôlement aux fins d'établissement de la liste électorale. Une démarche saluée à sa juste valeur par le chef de file de l'opposition politique qui déplore néanmoins le coût de la carte nationale d'identité burkinabé. Il souhaite par ailleurs une subvention de la part du gouvernement. 2500, je pense que c'est très cher. À l'époque, vous avez vu que les gouvernements avaient eu, ce gouvernement de ce régime, avait eu des plans de subvention des cartes d'identité. Nous souhaitons entendre de la bouche du DG de l'identification qu'il a reçu suffisamment de fonds pour doter à chaque Burkinabé d'une carte d'identité lui permettant d'aller au vote en 2022 et les années à suivre. Si tel n'est pas le cas, nous travaillons également pour accompagner le DG de l'ONI à avoir ces ressources-là, quitte à en discuter au niveau du dialogue politique pour que l'action soit commune auprès non seulement de notre ministère des Finances, mais également au niveau de nos partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre de ce plan aura lieu en septembre prochain. L'ONI compte déployer des équipes de 3 ou 4 personnes, comprenant un agent collecteur photographe dans les différentes régions. Selon le directeur général de l'ONI, les opérations de collecte se dérouleront sur une période de 21 jours pour les communes à statut particulier, 14 jours pour les communes urbaines et 10 jours pour les communes rurales. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale sur place à Kaya, dans cette ville, il a assisté au lancement de la session de renforcement de capacité sur le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale, du pacte de vivre ensemble et des outils donc de collecte des données. Atelier destiné aux autorités déconcentrées et aux points focaux communaux. Il s'agit en effet donc d'une deuxième étape qui a réuni 3 régions. Les travaux ont débuté le 3 juin dernier donc à Kaya. On en parle avec Fatima Tanikima. Ils sont des autorités déconcentrées, décentralisées et des points focaux de la région du Sahel, du plateau central et du centre-nord. Réunis à Kaya ce 3 juin, ils bénéficient d'une session de renforcement de capacité organisée par le ministère en charge de la réconciliation nationale et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Objectif, partager avec ses participants la vision de la réconciliation nationale du chef de l'État et les missions du ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il nous a paru important qu'avant qu'on vienne au forum, qu'on descende quand même à la base pour rencontrer les populations et pour échanger avec elles sur les différents aspects de la question de la réconciliation. Et pour bien le réussir, nous avons pensé qu'il était bien que les personnes justement qui seront à la charge donc de l'organisation donc de ces différentes concertations-là soient rencontrées par le ministère afin que nous puissions échanger et harmoniser la vision et la compréhension donc sur la question de la réconciliation. Dans l'optique d'impliquer toute la population dans le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale et du pacte de vivre ensemble, chaque participant jouera un rôle. Cet atelier permettra donc aux participants de prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer pour l'atteinte des objectifs. Nous avons donc souhaité que toutes ces personnalités-là viennent aujourd'hui et elles seront assistées par ce qu'on appelle des points focaux, c'est-à-dire des personnes qui ont été sélectionnées par les préfets pour les aider dans ce travail-là. Et tous ensemble, donc, nous allons à la fois échanger sur la réconciliation, nous allons expliquer la vision du président du FASO, celle du gouvernement et la démarche qui doit nous conduire à la réconciliation. Et ça va les outiller pour qu'à leur tour, au retour donc dans leurs régions, provinces et communes respectives là, ils puissent s'atteler donc à l'organisation donc des concertations communales et leur donner donc le maximum de succès. Après Kaya, les organisateurs de cet atelier se déporteront à Bobo-Dioulasso le 7 juin prochain. Seront également formés les gouverneurs, les hauts-commissaires, les préfets, les présidents des conseils régionaux et les maires des régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest.
Audience au ministère du Commerce et de l'Artisanat ce jeudi. Le premier responsable du département, Aruna Kabouré, a reçu le secrétaire exécutif de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf. Il était question de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, également de l'apport du Burkina Faso dans le processus. On en parle avec Sanata Serré. L'accord de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf, est rentré en vigueur depuis janvier 2021. Reçu par le ministre burkinabé en charge du commerce ce jeudi, le secrétaire général de la ZLECAf s'est réjoui de la participation du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Il dit être venu féliciter le ministre et l'État burkinabé pour le travail déjà abattu et partager avec eux l'état de mise en œuvre des décisions prises dans le cadre du dit accord. Nous avons identifié les priorités sur des points sur lesquels nous allons mettre l'accent, tels que les procédures douanières, le renforcement des capacités des autorités. Et nous envisageons comment nous allons nous engager dans le commerce. Et comme vous le voyez, on fait un travail important dans l'avancement des femmes dans le commerce. Et c'est vrai qu'on a eu un petit retard à cause de la Covid et nous avons pu quand même mettre en place la ZLECAf. Et le ministre burkinabé en charge du commerce de saluer le secrétaire général pour sa visite et le rassurer une fois de plus de l'accompagnement du Burkina Faso pour la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Aruna Kabouré a par ailleurs apprécié l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord. Notre pays a l'honneur donc de recevoir le secrétaire exécutif de la zone de libre-échange continentale qui est au nom du secrétariat au Ghana qui a été créé et aujourd'hui qui a commencé donc à implémenter l'ensemble des outils nécessaires pour la mise en place donc de l'accord. Nous sommes heureux de l'accueillir au Burkina Faso et nous avons énormément apprécié donc l'avancée de tout ce qui a été fait là-bas, tout ce qu'il a mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, les échanges que nous avons eus, nous rentrons désormais donc dans le fond pour regarder comment est-ce que nous traduisons la vision, l'accord en actes concrets. Nous avons été très rassurés de tout ce qui a été fait là-bas et de la programmation et de l'avancée dans sa façon de mettre en œuvre les choses. L'accord de la zone de libre-échange continentale en Afrique compte au total 54 pays signataires, dont 36 ratificateurs. Cet accord prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur 5 ans pour les pays développés et 10 ans pour les pays les moins développés. Ces droits de douane devront être supprimés à une échéance ultérieure pour 7% des lignes tarifaires. Actualité dans ce journal également, 48 heures des étudiants céphébistes, lancement hier 4 juin. Il s'agit d'un cadre dédié aux anciens étudiants du Centre d'études financières, économiques et bancaires, donc CEFEB. L'ouverture de cette deuxième édition était présidée par le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement et en présence de Ami Valiant. Reportage avec la voix de Fatima Tanikima. Les membres de l'association des anciens étudiants du CEFEB au Burkina Faso ont pendant 2 jours renforcé les liens professionnels de solidarité et fait des partages d'expériences. Cette rencontre est également l'occasion de dresser le bilan des activités menées depuis la création de l'association. À l'issue de ce premier mandat 2018-2020, nous dressons humblement un bilan positif au regard de l'étendue des activités réalisées et des sillons tracés, sachant que le travail associatif reste du bénévolat. Au vu de l'engagement des membres de la CBF, de 38 membres fondateurs en 2017, nous sommes à 110 membres à ce jour, et de l'accompagnement de nos partenaires, nous nous félicitons pour les acquis combien engrangés. Conscients des défis énormes qui nous attendent, nous ne doutons pas un seul instant de l'engagement constant de tous à les relever. Le ministre de l'économie, des finances et du développement, patron de la cérémonie et par ailleurs ancien élève du CEFEB, a félicité les membres du bureau exécutif pour le résultat engrangé. Il a aussi ajouté que ces acquis sont le fruit de l'engagement des membres du bureau, mais aussi de la contribution du partenaire, notamment la France, à travers l'AFD. Il est aussi revenu sur les bénéfices de la formation. D'abord, je suis venu pour encourager cette belle initiative et de répertorier, de rassembler l'ensemble des cadres qui sont passés par le CEFEB
le centre d'études économiques, financières et bancaires. Donc, pour partager notre expérience. Vous savez que ce centre, nous avons eu des formations variées. Je me rappelle en 99-2000, j'y étais parce que je devais me spécialiser pour les restructurations des entreprises publiques. Et cela, ma fonction déjà au Trésor m'a amené donc à faire cette spécialisation, ce qui nous a conduit effectivement à apporter un appui, en tout cas à un certain nombre de réflexions sur un certain nombre d'entreprises qui ont permis aujourd'hui donc de mettre le premier programme de restructuration des entreprises au Burkina Faso. Rappelons qu'au cours de ces 48 heures des CFEBIST, 2 communications sont prévues sur la relance économique au Burkina Faso dans un contexte marqué par le Covid-19. Les participants vont également procéder au renouvellement du bureau exécutif de l'association des CFEBIST du Burkina Faso, ACBF. Activité parascolaire, les élèves du CEG de Ramokdo, dont la commune rurale de Ramongo, se sont offerts une sortie détente à Ouagadougou vendredi dernier. Pour l'occasion, une visite a été rendue au Mogonaba, à son palais. Les élèves ont également eu des échanges à bâton rompu avec le ministre en charge du commerce. Je propose les images dans ce reportage. Nous reviendrons certainement sur ce reportage, toutes nos excuses. Hier vendredi, la loterie nationale burkinabé, l'ONABé, procédait à Koupéla au tirage au sort public pour des candidats ayant postulé pour l'ouverture des nouveaux clubs PMUB dans la région de l'Est. Ce tirage a été supervisé par un huissier de justice en présence des candidats, également en présence de notre reporter Sanata Serré. Ils sont au total 400 candidats ayant postulé au poste de promoteur de club PMUB pour 6 postes à pouvoir dans la région de l'Est. Ce vendredi, à Koupéla, les candidats ont assisté avec patience et attention au tirage au sort public en présence des responsables d'agence. Selon le conseiller technique de la LONABé, cette procédure vise à donner l'égalité de chance à chaque candidat ayant postulé. Les conditions pour l'instant sont simples. Il faut être burkinabé. Il faut être âgé de plus de 20 ans. Il faut que vous n'ayez pas des restrictions par rapport à l'exercice donc de la profession de commerçant. Et puis après, il ne faut pas être un agent de la LONABé ou être un membre de la famille d'un agent de la LONABé en exercice. Donc c'est ces premières conditions-là que nous avons regardées. C'est déjà une très bonne chose que beaucoup de personnes se soient présentées pour travailler avec la LONABé. C'est une preuve que les gens ont confiance à la LONABé et donc ils veulent effectivement donner leur temps pour contribuer à ce travail-là. Ce tirage est régi par des tests et a donc été placé sous la supervision d'un huissier de justice. Et c'est Maître Raoul Da qui a procédé à la lecture du déroulement du tirage et à la certification des résultats. Lorsque je prends une localité et je prends un point de vente numéro 1, je mets dans l'urne des bulletins concernant tous les candidats retenus pour le point de vente numéro 1. Et le tirage se fait par le public, c'est ce qui est précisé. Dans le public, donc, je vais désigner quelqu'un qui va procéder à un tirage. La personne que le public tire ainsi pour la première fois est le candidat retenu pour le point de vente. On va continuer avec un deuxième tirage fait toujours par un du public qui sera donc le premier de la liste d'attente du point de vente concerné. C'est la somme de 200 000 francs CFA que chaque postulant a déboursé pour pouvoir participer au tirage au sort. Et à l'issue de ce tirage, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait pour le strict respect des conditions de participation. En cas d'admission, le gagnant devrait verser une caution de 2 millions de francs CFA avant l'ouverture de son club PMUB.
Un moment de marche sportive à la Sotraco. Il s'agit de la 2e édition. En plus de promouvoir le transport en commun, la Société de transport en commun de Ouagadougou fait la promotion de la marche sportive. Plus de 200 participants étaient mobilisés pour parcourir 13,5 km à partir donc du siège de la Sotraco à Somgandé. Image avec Michael Toukri. À cette 2e édition, ils étaient plus de 200 participants à prendre le départ pour la marche sportive, une initiative de la Société de transport en commun de Ouagadougou. Le top de départ a été donné dès 5 h du matin au siège de la Sotraco et direction Lumbila pour 13,5 km de marche, un exercice auquel a participé le directeur général de la Sotraco. Depuis un bout de temps, vous allez voir qu'on développe un certain nombre de maladies. Peut-être qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans par arrière. Tout simplement parce que les gens n'aiment plus marcher. Les gens préfèrent toujours à moto. Et même quand on arrive dans la cour, on ne veut même pas descendre. On veut rentrer dans la cour à moto, ainsi de suite. Donc nous, c'est un message pour dire que le sport est très important. Marcher est très important parce que ça contribue à améliorer notre santé. Et ça nous accompagne aussi, ça nous permet aussi d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire parce qu'on est toujours en santé, ainsi de suite. Pour la présidente du comité d'organisation de la marche sportive de la Sotraco, l'engagement des uns et des autres a consacré à cette cérémonie son franc succès. Venus des différents ministères et autres couches de la société, les marcheurs sportifs ont battu le pavé dans l'ambiance et la bonne humeur avec un seul objectif, marcher pour la santé. Les gens n'aiment plus marcher, alors que la marche, ça fait du bien. Vous voyez, la Sotraco, nous transportons, nous arrêtons arrêt par arrêt. Alors qu'il faut accepter marcher de ton domicile à l'arrêt. Et généralement, les gens n'aiment pas faire ça. C'est pour ça que nous avons initié cette journée pour faire comprendre aux gens qu'il serait souhaitable et bon pour leur organisme de marcher les derniers kilomètres, que ce soit du domicile vers l'arrêt du bus, que ce soit de l'arrêt du bus à notre domicile. Nous apprécions très positivement cette initiative qu'il faut travailler à pérenniser et puis amener aussi d'autres structures à emboîter les pas. Pour nous, ces sociétés nous aident à réaliser nos objectifs. Donc c'est un devoir pour le ministère des Sports d'accompagner ces genres d'initiatives. Chacun à son rythme, tous ont rallié la commune rurale de Lumbila sous la supervision du coach avec un temps de 2 heures pour les 13,5 km. Arrivé à Lumbila, l'activité sportive s'est poursuivie avec quelques exercices d'étirement. Et chapeau au directeur et à son staff technique qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite. Vous avez vu le beau nombre qui est venu. Et en gros, on a fait 13 km 500, mais tout le monde est arrivé. Il n'y a pas eu d'abandon. Il n'y a pas eu d'abandon. Bravo à la Sotraco, bravo au comité d'organisation et bravo à tous ceux qui ont participé à cet événement. Moi, aujourd'hui, j'ai laissé mon sommeil 5 h du matin pour venir parce que c'est quelque chose que nous faisons d'habitude, moi personnellement. Tous les samedis, je fais au moins 15 km. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un plaisir pour moi d'accompagner l'équipe de Sotraco pour cette activité. Rendez-vous est pris pour la 3e édition de la marche sportive de la Sotraco. Et nous parlons de sport toujours avec ce match amical entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui s'est joué en terre ivoirienne. Le Burkina a malheureusement perdu 2-0. Et puis la finale de la première édition de Basket Africa League organisée à Kigali au Rwanda a mis aux prises les Égyptiens du Zamalek aux Tunisiens de l'US Monastir pour permettre au public de suivre cette finale en direct. Canal Plus Burkina a organisé une projection de cette rencontre à Canal Olympia. C'était samedi dernier. Reportage avec Assami Thiamtouré et Michael Toukri. C'est une initiative de Canal Plus Burkina pour permettre aux abonnés de suivre cette grande finale de la première édition de Basket Africa League. Après avoir remporté un titre continental depuis 1992 en Coupe d'Afrique des clubs de basketball, le Zamalek est la première à inscrire son nom au palmarès de la Basket Africa League après avoir battu l'US Monastir 76-63. Cette compétition devrait être lancée en 2020 à Dakar et se jouer à Lagos, Luanda et Rabat. Mais à cause du Covid-19, elle s'est jouée finalement à Kigali pendant 15 jours en mini-championnat.
Canal+, à travers cette projection, veut donner plus de visibilité à la compétition. Ce qui nous motive toujours chez Canal+ Burkina, c'est de fournir du divertissement. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'était une très belle compétition. Une compétition qui était appuyée par l'Agence française de développement, notre partenaire, l'ambassade de France, avec l'ambassadeur qui nous a fait le plaisir d'être là et de nous accompagner sur cet événement. Et donc on a pu proposer à des invités, au président de la fédération de basket, à des adhérents, de voir cette finale. Donc un beau match qui a été plein de rebondissements et qui nous a donné du plaisir puisque c'est pour ça que nous étions là. Cette initiative a été possible grâce à l'appui et au soutien de l'Agence française de développement qui, à travers le sport, sensibilise et prône les rapports sociaux, l'esprit d'équipe et le vivre ensemble. Mais en fait, l'AFD, depuis 2019, a décidé d'investir et de s'investir dans le sport, en Afrique particulièrement, parce qu'elle a considéré, à juste titre, que le sport était un vecteur de lien social, un vecteur de promotion pour les jeunes, un vecteur d'apprentissage de l'esprit d'équipe, de la vie en commun. L'ambassade soutient la fédération burkinabé de rugby, l'AFD soutient le sport en général et là c'est associé à cette première Basketball African League. Et donc c'est une volonté de changer un peu les pas de paradigme, de pas seulement, bien sûr on continue à faire des projets classiques de développement, mais aussi d'associer le sport et la culture, parce que ce sont deux vecteurs de lien social, deux vecteurs d'épanouissement, notamment pour la jeunesse. Présent à cette séance de projection, le président de la Fédération burkinabé de basketball loue cette collaboration. Pour lui, avec tous ses appuis, le basket au Burkina est en train de renaître. Cela nous inspire, nous aussi, à la Fédération burkinabé de basket. Nous rêvons d'avoir une équipe compétitive qui sera capable de défendre les couleurs du Burkina. Et pour cela, c'est vrai que la tâche elle est ardue, mais nous n'allons pas y arriver seuls. C'est la raison pour laquelle j'ai tendu la main à des partenaires, notamment son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, pour qu'il parraine une de nos activités, et puis également à l'AFD. Et je pense que si ensemble, main dans la main, on se met au travail, en tout cas à moyen terme, nous allons glaner des résultats. Canal+ Burkina ne compte pas se limiter qu'à cette initiative. Une série d'activités est prévue afin de satisfaire tous les abonnés. Match amical Burkina-Côte d'Ivoire, donc le score c'est bien 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et puis nous terminons au Mali, nous vous l'annoncions hier, donc le M5 Rassemblement des forces patriotiques célèbre 1 an d'existence aujourd'hui, 5 juin. Ce mouvement contestataire qui a favorisé la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta s'engage désormais et interpelle les acteurs du pays pour une réconciliation entre le peuple et l'armée. Cette dernière donc qui a parachevé le combat du M5 en renversant le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, a confié le poste du Premier ministère donc au mouvement. Quelques centaines de partisans ont répondu à l'appel du M5 RFP donc aujourd'hui à la place de l'indépendance. On a parlé avec notre correspondant Bourema Soulou. Réjouissance pour le M5 RFP, 1 an après son combat pour changer le système de gouvernance et mettre fin à certains éléments qui gangrenaient le Mali. Sur le bilan de ce combat, les avis des partisans du mouvement de 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, sont partagés. Je pense qu'un des premiers objectifs du mouvement M5 a été atteint, c'est-à-dire le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui en avait trop fatigué les Maliens. Les Maliens étaient à bout. Le M5 s'est constitué et a fini par gagner son combat, son premier combat. Alors, le deuxième combat est en train d'être gagné, même s'il y avait eu un faux départ au début de la transition. Aujourd'hui, je pense que les autorités militaires ont compris qu'elles ne pouvaient pas gérer le Mali sans le M5. Le parcours, je vous dis que tant que le Mali ne se retrouve pas, pour moi, on n'a même pas commencé. Aujourd'hui, il n'est pas dit que parce que le président de la transition, M. Colonel Assimi Goïta, il a fait une déclaration solennelle pour dire que la primature reviendra désormais au M5, que cela constitue une victoire en soi. Non, moi je vois ça comme une épreuve. Et une épreuve qui doit quand même être surmontée par l'ensemble des filles et des fils de ce pays. Donc raison pour laquelle pour moi ce n'est pas une victoire,
mais c'est le début du commencement d'un processus qui doit nous donner un Mali meilleur, autrement dit le Mali croix. La France a annoncé la suspension de ses opérations conjointes avec les autorités maliennes, une décision jugée non amicale par le M5. Vous savez, je n'ai pas été surpris, mais je peux dire sans me tromper que c'est une erreur très grave de la part de Paris. Parce que, vous savez, c'est un sentiment aujourd'hui de désaveu. Au niveau de la population malienne, Paris est en train de cultiver justement un sentiment, je dirais, de dégoût et un sentiment anti-français. Après le coup de force contre le président et son premier ministre de transition, le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta a annoncé que le poste du premier ministre revient au M5. Choquel Kokala Maïga, choix du mouvement, appelle à une transition inclusive. Aucun Malien ne sera laissé au bord de la route. L'inclusion, c'est le maître mot de la transition. Ce message, le président de la transition a insisté que de vous le transmettre. Il veut une transition d'inclusion. Le M5 veut une transition d'inclusion. Des personnalités de taille ont manqué cette célébration de ce premier anniversaire de la création du M5 RFP. Lima Mahmoud Diko et Issa Kaoudim, membres influents du mouvement, ont brillé par leur absence. Et voilà pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous à la semaine prochaine.